On va donc notre cours sur la cacheroute. Maintenant, nous allons aborder toutes les lois qui concernent les aliments qui sont soit les fruits, soit les légumes. Il est très important de savoir que lorsque nous achetons des aliments, les aliments que nous allons acheter, on avait parlé longuement de ça, soit des aliments qui soient cachers, mais il y a aussi des questions de cacheroute qui se posent à propos des fruits et aussi des légumes. Et ça va être la partie qui va nous intéresser pendant les jours qui vont venir. Alors, premièrement, je commencerai par la faute concernant Pessah. On se trouve maintenant après Pessah et comme on le sait, on est ici encore dans les 2 semaines qui suivent Pessah. Comme on le sait, on n'a pas le droit de profiter après Pessah d'un Hametz qui n'aura pas été vendu à Pessah. Donc, il est très important de savoir que les aliments qu'on achète maintenant sont des aliments qui, si ils étaient Hametz après Pessah, ils peuvent être consommés précisément parce qu'ils ont été vendus. En principe, tous les endroits où l'on vend de la nourriture ont Théouda. Ils ont un certificat comme quoi le Hametz a été vendu pendant Pessah. Il est possible qu'à cause des circonstances, tout le monde n'ait pas exactement le certificat qu'ils reçoivent d'habitude de la Rabbanout. C'est évidemment un problème qui n'est pas facile. Les jours qui passent où les gens ne se déplacent pas facilement. Mais simplement, je voudrais d'abord rappeler cette idée-là, ce principe-là. La deuxième question qui m'a été posée, est-ce qu'on peut garder des aliments qui sont cachers pour Pessah pour l'année prochaine? Par exemple, il y a des gens chez qui il est resté des matzot. Ces matzot-là, elles n'ont pas été ouvertes, on s'en est pas servi. On voudrait les garder pour l'année prochaine pour Pessah. Il n'y a aucun problème de consommer d'une année à l'autre des aliments cachers pour Pessah. L'idée de quelque chose qui n'est pas Hametz et qui ne sera jamais Hametz. C'est important de le savoir. Si les matzot sont cachers pour cette année, les matzot de Pessah, les mêmes matzot seront cachers l'année prochaine. Les matzot ne sont pas susceptibles de devenir Hametz. Si les matzot étaient susceptibles de devenir Hametz, elles n'auraient pas été cachères pour ce Pessah non plus. C'est-à-dire que l'idée fondamentale est que tout ce qui est caché pour Pessah reste caché pour Pessah pour toujours. Il n'est pas Hametz. Il n'y a pas l'idée qu'avec le temps, quelque chose devient Hametz. Donc, s'il y a des personnes qui ont mis de côté pour Pessah et qu'ils veulent les garder pour l'année prochaine, ne se sont pas servis de cela avec du Hametz. Évidemment, s'ils s'en sont servis avec du Hametz, alors ça c'est déjà devenu inconsommable à cause du Hametz dont ils se sont servis et qui a déjà été mélangé avec ces aliments-là. Mais s'il nous reste des aliments qui ne sont cachés que pour Pessah, alors on peut très bien les réserver pour Pessah de l'année prochaine. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Alors on reprend donc, mais quelqu'un hier m'a fait remarquer quelque chose d'intéressant. Il m'a demandé quel est le contraire de Hametz. Alors, le contraire de Hametz dans les lettres, c'est Tzemach. Prenez le mot Hametz à l'envers. Vous allez découvrir le mot Hametz à l'envers et le mot Tzemach. Tzemach, ça veut dire une plante. Et c'est intéressant parce qu'une plante, c'est quelque chose qui vit. C'est quelque chose qui va se développer.
Alors que le chametz, c'est quelque chose qui, au contraire, est en état de décomposition. C'est ça qu'il appelle, c'est pour ça que ça s'appelle chametz, du mot chamout, c'est-à-dire quelque chose qui se décompose et qui va donner ce goût un peu aigre que l'on trouve dans la pâte. Alors, on est revenu donc à la cache-route habituelle. Chametz est terminé. On est revenu à la cache-route habituelle. Cette cache-route habituelle nous oblige donc à être prudents au niveau de la cache-route dans tous les domaines. Et on va traiter dans les cours qui viennent du domaine végétal. En Eretz Israël, il y a beaucoup de lois qui concernent le végétal. En Chutz La'aretz, on n'était pas tellement habitué à cela. Il y a ce que l'on appelle en Eretz Israël mitzvot atluyot ba'aretz. La traduction de mitzvot atluyot ba'aretz, c'est-à-dire des mitzvot qui dépendent du fait que ce qui est récolté l'est en Eretz Israël. L'est en Eretz Israël. C'est-à-dire, on est maintenant donc habitué, on est tenu, doit s'habituer, on est tenu à d'autres halachot que celles que nous avons connues alors que nous étions à l'étranger. À l'étranger, étant donné qu'on consommait des fruits et des légumes de Chutz La'aretz, on était donc dispensé de beaucoup de mitzvot. Et avec notre retour en Eretz Israël, Baruch Hashem, de nouvelles mitzvot sont apparues. Les mitzvot qui nous concernent directement, c'est qu'à chaque fois qu'on achète un produit agricole en Israël, il faut être sûr que ce produit agricole a été de trumot ou ma'asrot. On retire ce qui doit être retiré et en principe donné au Kohen et au Lévi. De nos jours, on ne donne pas la chala au Kohen. Quand on enlève la chala, on ne la donne pas au Kohen. Alors la trouma qu'on retire des fruits et légumes aurait dû être donnée au Kohen, mais on ne la donne pas au Kohen. On ne la donne pas au Kohen. De la même façon que la chala est brûlée, la trouma qui va être retirée ne va pas être donnée au Kohen. La raison est que les Kohanim ne sont pas purs et qu'ils ne peuvent pas manger ni la chala ni la trouma, qui sont à peu près de la même essence. Ils ne peuvent pas les consommer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'en débarrasse. Alors, le processus qui consiste à retirer les troumot et les maasrot est un processus qu'il faut apprendre. On va apprendre comment on va retirer les troumot et les maasrot de chaque fruit et légumes qui viennent d'Eretz Israël. Mais avant de parler des détails de cela, je voudrais simplement faire remarquer que quand on va acheter aujourd'hui des fruits et des légumes dans des chaînes commerciales, en principe, les chaînes commerciales que nous connaissons, et les plus connues, les plus réputées, les plus grandes, sont des chaînes commerciales qui soit ont acheté leurs produits alors qu'ont déjà été retirés les troumot et les maasrot, soit qu'ils le font eux-mêmes par un mashgiach qui se trouve dans chaque chaîne commerciale. Dans chaque chaîne commerciale, il y a des gens qui doivent être employés à la cache-route qui doit être donnée dans chaque chaîne commerciale. Un des rôles qu'ils ont, c'est entre autres de faire que les produits agricoles que l'on va acheter, c'est-à-dire les fruits et légumes, ont été déjà traités de telle façon qu'ils soient prêts à la consommation, après qu'on ait retiré les troumot et les maasrot. C'est un travail qui doit être fait. Il peut être fait à la base, il peut être fait par les commerçants, et si ça n'a pas été fait à la base, et ça n'a pas été fait par les commerçants, ça finalement devrait être fait par le consommateur lui-même. D'ailleurs, soit ça a été fait dans une des étapes de la chaîne qui va
nous les amener, soit on devra le faire par nous-mêmes. Ce qui peut arriver, c'est par exemple quand on achète chez les producteurs. Il arrive que quelqu'un aille dans un kibbutz, dans un moshav, ou quelqu'un particulier qui met sur le marché des produits qu'il a lui-même cultivés. Ça, il y a de fortes chances que le travail de retirer les fruits de retirer des fruits et légumes et trumot et maasrot, ce travail n'a pas été fait. Autre exemple, nous avons des amis qui ont des jardins. Il est possible que dans leur jardin, ils cueillent des fruits et qu'ils nous les amènent en cadeau. De la même façon que nous sommes tenus de retirer les trumot et les maasrot des fruits et des légumes que nous on a achetés, qui nous appartiennent de notre propre jardin, si quelqu'un nous donne des fruits ou des légumes de son jardin particulier, il faudra lui demander, il faudra lui poser la question de savoir est-ce qu'il a retiré les trumot et les maasrot. S'il ne l'a pas fait, c'est quelque chose qui nous reviendra à nous, que nous devrons faire par nous-mêmes. Donc, il faut être conscient de cela. Ça, c'est une première remarque concernant les fruits et les légumes. La deuxième remarque, c'est que quand nous achetons des fruits et des légumes, nous devons être persuadés qu'ils ne sont pas atteints, soit par des vers, soit par des insectes. Ça réclame de nous une vérification. Alors, au niveau des légumes, les légumes, et plus particulièrement tout ce qui est feuilles, comme le persil, comme le céleri, comme le brocoli, comme les choux-fleurs, toutes ces espèces-là sont des espèces qui doivent être vérifiées et pour être sûr qu'ils ne sont pas atteints par des vers éventuellement. Mais c'est un travail qui n'est pas facile et des fois impossible. Il est impossible de vérifier, par exemple, le brocoli. Il est impossible de vérifier le chou-fleur. C'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est tellement touffu qu'il est impossible de les vérifier. Alors, comment est-ce qu'on peut quand même consommer ces espèces-là, qui sont le brocoli, qui sont le chou-fleur? Comment on peut quand même les consommer? La réponse est qu'on peut les consommer en achetant des produits particuliers qu'on a l'habitude d'appeler Gush Katif, parce que la méthode a été inventée au Gush Katif, qui malheureusement entre-temps a été détruit, mais la méthode a été reprise par des entreprises ici dans d'autres endroits, et ces cultures sont particulières. Elles sont particulières parce qu'elles protègent, les cultures sont protégées de telle façon qu'elles ne soient pas atteintes, que quand, durant tout le processus de la culture, dans le processus de la culture, il y a toute une démarche qui fait que finalement ces produits ont été cultivés en serre, qu'elles ont bien été protégées de l'extérieur par des filets, que la terre était propre. Des fois, ça se fait dans du sable. Il y a beaucoup de conditions qui font qu'a priori, ces cultures sont propres. Donc, il vaut mieux, quand on a tous ces produits-là, il vaut mieux les acheter chez des firmes qui déjà nous affirment, des firmes qui nous affirment que ces produits sont propres de toute atteinte par des insectes ou par des vers. Alors, il y en a, comme ça, on les trouve aujourd'hui dans les grandes surfaces, on les trouve chez les marchands qui se spécialisent là-dedans. Ça nous évitera beaucoup de travail. Ça nous évitera un travail très harassant de commencer à vérifier. Et des fois, comme je viens de l'expliquer, c'est impossible. La menthe
par exemple, c'est aussi un des éléments qu'il est difficile de vérifier par soi-même. Le persil, le petrosilia, le kousbara, tout cela sont des choses qui sont difficiles à vérifier si on le fait soi-même. Il vaut mieux l'acheter directement, propre, et quand on l'achète, il faudra, la seule chose qui restera à faire, c'est éventuellement les rincer. Il faut les rincer parce qu'il y a des produits aussi insecticides qui sont employés et donc il faudra se débarrasser. On peut trouver aussi ces produits tels que le brocoli, tels que les choux-fleurs, on peut les trouver congelés. Alors, quand on les achète congelés, il faut acheter congelés après qu'ils aient été traités pour être sûr qu'ils ne contiennent pas d'insectes ou de vers. Il y a aujourd'hui, je pense, 2 marques essentielles en Israël qui assurent cela. C'est soit Bodek, c'est une firme qui s'appelle Bodek, qui met sur le marché des produits congelés. Ces produits congelés ont été vérifiés. Ou la deuxième possibilité, Sunfrost, qui a aussi commencé à s'occuper de ces produits qui sont a priori vérifiés ou traités de telle façon que nous n'avons pas de crainte chez ces produits qu'il y ait des vers ou des insectes. Les jours où nous trouvons maintenant, sont des jours de printemps en vue de l'été, sont des jours où, comme vous avez pu le constater, tout d'un coup, font apparaître, à cause de la température maintenant, beaucoup d'insectes, beaucoup de petites bêtes, des moucherons, etc. Je voudrais à ce propos-là faire une remarque importante. Il faut faire attention parce que des fois, quand on laisse de la nourriture à découvert, il est possible que tout d'un coup, ces insectes, ces moucherons, viennent se déposer dans la nourriture ou surtout dans les liquides. Dans les liquides, il faut faire très attention de protéger les liquides en les recouvrant de telle façon qu'il n'y ait pas d'atteinte, qu'il n'y ait pas de possibilité que tout d'un coup des insectes soient tombés là-dedans. Et donc, quand on a des liquides à la maison, il faut faire surtout pendant la nuit très attention de les recouvrir de telle façon que on n'ait pas malheureusement ensuite un risque d'y découvrir des bestioles que nous n'aurions pas voulu voir dans notre nourriture. Nous savons qu'il est très grave de consommer tous ces bestioles-là, tous ces insectes risquent de se déposer dans la nourriture, d'y tomber et de rendre inconsommable ce qui éventuellement aura été laissé à découvert. De façon générale, il faut savoir qu'il y a au moins 2 liquides qu'il est formellement interdit de laisser à découvert pendant la nuit. Les 2 liquides sont l'eau. Si on a laissé un récipient avec de l'eau découvert pendant la nuit, une carafe d'eau par exemple, un verre d'eau, de l'eau qu'on a laissée dans notre bouilloire, sans que la bouilloire ne soit recouverte. Alors, dans tous ces cas-là, quand la nuit sera terminée le lendemain matin, on n'a pas le droit de consommer cette eau-là. Plusieurs raisons ont été invoquées par nos sages à cet interdit. Une des raisons, c'est qu'il y a une possibilité qu'il y ait des insectes ou même des reptiles, des petits vers qui sont venus boire, qui ont touché à l'eau et qui ont peut-être laissé dans l'eau un produit qui est nuisible à la santé. C'est déjà arrivé.
ou des gens qui avaient consommé un liquide qui était resté à découvert pendant la nuit, malheureusement ensuite sont tombés gravement malades de ça. La deuxième raison, c'est que selon nos sages, il y a ce que l'on appelle Ruach Touma. Il y a un état d'impureté qui règne la nuit et qui se dépose dans ces liquides-là, surtout l'eau. Surtout l'eau. Cet état d'impureté, on le constate aussi chaque matin quand on doit faire Netilat Yadayim. Quand on se lève et se réveille le matin et qu'on se lève la première fois, on a l'obligation de tout de suite faire Netilat Yadayim le plus près possible de l'endroit où on a dormi et on va faire sur cette Netilat Yadayim une bracha. Cher Kideshanu b'mizvotav etzivanu al Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, il est possible que les mains n'ont pas gardé toute leur propreté. Et la deuxième raison, c'est aussi à cause de cet état d'impureté qui se dépose sur les organes qui se trouvent aux extrémités du corps, et entre autres les mains, et dont on devra purifier le matin en se levant, en faisant tout de suite Netilat Yadayim, et Netilat Yadayim les Serugin, c'est-à-dire qu'on verse de façon alternée 3 fois de l'eau chez chacune de nos mains. Cette eau-là, l'eau qui a servi à faire la Netilat Yadayim du matin, ne peut servir à rien. Elle doit être évacuée. On ne doit pas, par exemple, la jeter à un endroit où des gens passent, et on ne doit pas la jeter dans l'évier sur des ustensiles qui s'y trouveraient. Il y a nécessité donc de faire attention à cette Ruach Touma qui se dépose soit dans les liquides, soit sur nos mains. Et c'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, on a nécessité de faire Netilat Yadayim chaque matin en se levant. Et s'il y a eu les deux éléments ensemble, c'est-à-dire et le sommeil et la nuit, si on a et dormi et que la nuit en même temps sont passés sur nous, on fait la Netilat Yadayim avec bracha. S'il n'y a eu qu'un des deux éléments, un des deux éléments, ça veut dire qu'il y a eu sommeil, mais le jour, ou la nuit sans sommeil. En d'autres termes, si on a dormi durant la journée, quand on se lève, on fait Netilat Yadayim. Ah oui. Mais étant donné qu'on a dormi, et c'était pendant la journée, alors on fait Netilat Yadayim sans bracha. Si on est resté réveillé toute la nuit, alors il y a eu la nuit, mais il n'y a pas eu de sommeil. Alors dans ce cas-là aussi, on fait Netilat Yadayim sans bracha. Dans quel cas ferons-nous Netilat Yadayim avec bracha? Quand se réunissent ces deux éléments, c'est-à-dire aussi bien qu'on a dormi et qu'on a dormi pendant la nuit. Quand on se lève le matin, donc on va se libérer de cette impureté en faisant Netilat Yadayim 3 fois, et là-dessus, nous ferons la bracha al Netilat Yadayim. J'ai dit ça entre parenthèses parce que j'ai parlé de cette interdiction de consommer l'eau qui est restée à découvert pendant la nuit pour 2 raisons au moins que j'ai invoquées. La première raison, c'est le danger que ça présente, et la deuxième raison, c'est parce qu'il y a cet état d'impureté qui se dépose précisément sur l'eau. Le deuxième liquide qu'il est interdit de consommer quand on a laissé à découvert pendant la nuit, c'est le vin. On ne peut pas faire le kidouche sur un vin qui est resté à découvert pendant la nuit. On ne peut pas faire de kidouche. C'est pour ça que très souvent, le vendredi soir, on débarrasse la table. On a fait kidouche vendredi soir. On débarrasse la table et on oublie de fermer la bouteille de vin. Ou on a
un verre de vin qui n'a pas été consommé. Ça nous est arrivé le soir du Seder, pour ceux qui ont l'habitude de remplir une coupe de vin pour Eliaou Hanavi. Et cette coupe n'a pas toujours été consommée. Il y en a qui la consomment le soir du Seder, il y en a qui la gardent sans la consommer. Et si ce vin n'a pas été recouvert, c'est-à-dire on n'a pas fermé la bouteille ou qu'on n'a pas recouvert le verre de vin, le lendemain, on ne pourra pas s'en servir. Surtout, on ne pourra pas s'en servir pour faire le kiddush. Quelque chose d'important à savoir. Donc, pour reprendre l'idée globale, l'idée globale est donc que on ne doit pas laisser de liquide à découvert pendant la nuit. Et même dans la journée, étant donné que maintenant, on est dans un passage de saison et qu'à cause du réchauffement de la température, il y a beaucoup de développement, il y a un développement de beaucoup d'insectes, beaucoup de moucherons, beaucoup de mouches, beaucoup de libellules qui se baladent. Alors, prenons soin, lorsque nous avons un aliment, liquide surtout, de le fermer et de ne pas le laisser à découvert. Alors, donc, nous avons parlé du fait que nous devons faire attention d'acheter des produits dont on est sûr qu'ils ont été cultivés et vérifiés qu'ils ne contenaient pas d'insectes ou de vers de terre. Si on a à la maison un fruit et qu'on constate sur le fruit qu'il y a peut-être moisissure ou on constate qu'il y a un trou qui a été fait dans un des fruits, alors on doit obligatoirement vérifier. De façon générale, tous les fruits secs, avant d'être consommés, les fruits secs doivent être vérifiés. Pourquoi? Parce que les fruits secs, par définition, ce sont des fruits qui sont gardés longtemps. Par exemple, il est possible qu'on ait des fruits secs avant Pessah, qu'on les ait laissés quelque part pendant tout Pessah fermés. Voilà qu'après Pessah, on veut à nouveau les consommer. Étant donné qu'ils sont restés longtemps de côté, peut-être pas dans les meilleures conditions telles qu'on a. Alors, il est possible qu'entre-temps, ce soit développé là-bas des choses, ce qui va nous obliger, évidemment, à les vérifier avant de les consommer. On ouvre les dates. On doit faire attention d'ouvrir une date. Si on a des figues sèches, on ouvre une figue pour bien vérifier qu'à l'intérieur, on n'a pas de verre qui s'y balade. Autre remarque importante, quand on achète des fruits secs de l'étranger, par exemple, il est connu qu'il y a des fruits secs qui sont importés de Turquie ou d'autre part, on doit avoir soin d'acheter des fruits avec cache-route. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cache-route? Parce que très souvent, les fruits secs que nous achetons ont déjà été traités. Le but de traiter ces fruits, le but est de faire qu'ils se conservent et en plus de ça, qu'ils aient un bel aspect. On va les rendre brillants très souvent pour qu'ils soient attirants. Or, dans beaucoup de pays, les produits qui sont utilisés, soit à conserver les fruits, soit à leur donner un bel aspect, sont des produits qui ne sont pas cachés. Par exemple, on peut se servir de graisse animale. Des fois, on veut donner aux fruits secs une couleur particulière. Vous voyez d'ailleurs qu'on achète des pâtes de fruits qui ont un aspect vert criard ou orange ou jaune. Ces couleurs-là ne sont pas des couleurs naturelles. Ce sont des couleurs artificielles. La question est de savoir à partir de quoi
ces coloriants ont-ils été fabriqués? Il y a des coloriants qui sont fabriqués à partir de verre, à partir de quelque chose qui est vivant et qui donne certaines couleurs. Alors, il faut faire très attention. On achète ces produits seulement que si on constate qu'il y a là-bas une cache-route. Parce que moi, je connais par exemple un rave qui travaille en Grèce. Son rôle, c'est précisément de donner la cache-route aux produits qui sont exportés de Grèce et de vérifier que dans les usines où on fabrique ces produits là-bas en Grèce, tout soit fait selon les règles de la cache-route. On n'ait pas utilisé de produits qui ne sont pas convenables à la cache-route. Donc, de façon globale, soyons responsables de ça et vérifions que tout ce que nous avons à notre disposition soit bien caché. Il y a des choses qui paraissent innocentes, mais qui ne le sont pas tellement. Aujourd'hui, évidemment, la production de la nourriture dans le monde est énorme et il y a énormément de choses qui sont traitées et on se sert d'énormément de matières. Une partie de ces matières est cachère, une partie n'est pas cachère. On doit donc faire très attention à ça. On ne peut consommer qu'une fois qu'on a vérifié que tout ça a reçu une route et c'est fait à partir de quelque chose de cachère. Alors, évidemment, aussi d'autres modifications à faire, mais nous avons aujourd'hui de tout ce qui concerne les fruits, les légumes, et si on va au marché, aujourd'hui, par exemple, au Machane Yehuda, on trouvera, évidemment, malheureusement, c'est fermé en ce moment, mais quand les choses marchent, il faut bien vérifier que chaque commerçant qui nous vend des produits agricoles ait bien une taudat kashrut qui affirme que les produits qu'il nous vend sont des produits dont on a retiré les troumot, le maasrot, qu'il n'y a pas de problème de orla pour les fruits, c'est-à-dire que ces fruits ont été cueillis alors que 3 ans ont déjà été, que l'arbre a déjà plus de 3 ans, parce que pendant les 3 premières années, il s'agit de orla, et qu'on n'a pas le droit de consommer les fruits qui poussent sur des arbres les 3 premières années. Ce que je viens de dire est vrai aussi pour des gens qui ont des jardins. Quand des gens ont des jardins, il leur arrive très souvent de planter dans les jardins des arbres fruitiers. Et il faut savoir que toutes les halachot dont nous venons de parler ne concernent pas seulement les agriculteurs qui font ça de façon industrielle, mais ça concerne chacun de nous dans le jardin qui est à sa disposition. Et s'il a planté là-bas des arbres, il faut être bien sûr que les arbres, on ne consomme pas les fruits les 3 premières années, seulement après les 3 premières années. Des fois, on connaît pas exactement combien d'années à chaque arbre. On a besoin des fois de quelqu'un qui s'y connaisse pour nous dire quel est l'âge de chaque arbre. Et quand on va cueillir les fruits de notre propre jardin, on va évidemment devoir auparavant retirer les troumot et les maasrot, exactement comme quand une femme fait la pâte, elle prépare sa pâte, elle va retirer de la pâte la challah, et que cette challah n'est pas consommable par personne, on doit s'en débarrasser. Voilà pour notre cours de cacheroute aujourd'hui. Je vous ai donné quelques éléments. Si vous avez des questions à poser sur les choses qui ont été dites, vous pouvez le faire maintenant. Sinon, Bezrat Hashem, pour notre prochain cours de cacheroute, vous pourrez poser des questions sur la cacheroute en fonction des choses que vous avez rencontrées, qui vous
préoccupe et nous pourrons, dans le cadre de ce cours-là, donner des réponses aux questions de cacheroute. S'il vous plaît, je peux poser une question? Absolument. Vous avez donné 2 marques de produits congelés Oui. qui sont garantis sans insectes. Alors, j'ai marqué Odec. Et le deuxième? Bodec. B comme Bibi. Oui, Bodec. Bodec. Oui. Et la deuxième, Sunfrost. Ah oui, Sun. Sunfrost. Sunfrost. Ah, First. D'accord. Ça veut dire Frost. congelé. Sunfrost. Oui, congelé. D'accord. Voilà. On les trouve dans tous les supermarchés? On les trouve dans les grandes chaînes, Oui. dans les grands supermarchés, et vous demandez, vous vérifiez si c'est Bodec ou si c'est Sunfrost caché. Très bien. Merci beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. J'espère que vous finirez par les rencontrer. Oui, alors, Sunfrost, il y a une partie qui est cachère méadrine, il y a une partie qui n'est pas cachère et qui est juste congelée. Il faut y faire attention. Voilà. Alors, à bientôt. Merci beaucoup. Bevakasha, à bientôt. Shalom, shalom. Merci beaucoup. Bevakasha, shalom, Toda shalom. rabba. Shalom, Merci beaucoup. Bevakasha, shalom, shalom.